Notre invité du jour, c'est Christian Parizeau, chef économiste de Aurel BGC. Bonjour. Bonjour. Alors, on décrypte avec vous ce matin l'actualité économique. Et on commence par le sujet brûlant, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors quel est votre point de vue, votre analyse sur ce thème? On n'est pas très à l'aise forcément parce que c'est difficile. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a un impact économique. Alors certes, vendredi, on a eu les hausses de tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Manque de chance, ça concerne que très peu de pays, dont la Chine, comme par hasard. Mais pour l'instant, on va dire que le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Europe y échappent pour le moment. Mais on sait que c'est quelque chose qui est en suspens. On va dire donc ça, l'impact économique va être très très faible pour ce qui concerne l'acier et l'aluminium. Puis maintenant, il y a cette ouverture qu'a fait M. Trump. Alors avec deux choses, c'est ce qui est mis, ce qui est écrit et ce qui est dit. Et ça, c'est là qu'on a des gros problèmes pour nous, pour interpréter. Parce que si vous prenez, je vais vous prendre un exemple. Le mémorandum qu'il a signé, il a juste dit il faut que le département du Trésor américain enquête sur le fait que les Chinois ont peut-être volé des brevets américains. Donc là, on est quand même dans la supposition, il faut enquêter. Et puis derrière, il faut porter plainte à l'OMC s'il y a eu ce vol. Violation de la propriété intellectuelle. Mais il n'y a rien de marqué sur les produits qui pourraient être sanctionnés. Il n'y a rien de marqué sur le montant des droits de douane qui pourraient être appliqués. La Maison-Blanche parlait dans la presse, les conseillers à Trump disaient 50 milliards. Trump, quand il signe le mémorandum où il n'y a rien de marqué, il dit à l'oral, on va taxer de 60 milliards. Donc déjà, il y a la Maison-Blanche qui nous dit 50, lui qui nous dit 60 milliards. Et rien n'est écrit. Rien n'est écrit. Et puis après, le responsable du commerce nous dit, oui, on va sélectionner 1300 produits qu'on va estimer, qu'on va déterminer par un algorithme. Donc là, on est complètement dans le flou. 1300 produits, c'est quoi? C'est l'algorithme d'où il sort? Comment il va calculer qu'il y a eu une violation de brevet qui justifie des hausses de droits de douane? Donc il y a vraiment un décalage très profond entre ce qu'ils nous disent, ce qu'ils mettent dans la presse, ce qui affecte les marchés, et ce qui est derrière, beaucoup plus carré, qui est un mémorandum qui avait été préparé et écrit, que peut-être M. Trump n'avait même pas lu d'ailleurs, mais on ne sait pas. Mais en tout cas, qui est beaucoup plus, je dirais, dans les normes internationales, et beaucoup plus, on va dire, light ou soft, hein, qui est loin. Alors on est dire que c'est du bluff. Alors c'est toute la question. C'est là qui est vraiment la question. C'est-à-dire qu'on sait que M. Trump aime négocier, que c'est un moyen de mettre la pression sur les Chinois, mais attention quand même, parce que derrière ça, il y a quand même, si vraiment ça se durcit, si véritablement on voit il y a une déliquescence des pourparlers et qu'on voit que ça tourne mal, là très clairement, il y a une volonté américaine de dire on a un déficit commercial qui est pas normal. Ce déficit commercial est lié, alors je donne pas mon avis personnel, je dis l'argumentaire de l'administration américaine qui est lié à des vols de brevets de la part des Chinois, ce qui explique aujourd'hui, quand on regarde notre déficit, les plus gros déficits, ça va être dans tout ce qui est équipement télécom, tout ce qui est téléphone, naturellement, mais équipement de réseau aussi, ça va être aussi des biens électroniques qu'on importe de Chine, et cette position dominante de la Chine, pour eux, a été acquise parce qu'il y a eu un comportement de vol de brevets, ce qui justifie qu'on mette en Chine, ouais, ce qui justifie qu'on mette des droits de douane. Donc déjà, on n'est plus, c'est quand même important parce que quand c'était matières premières, l'acier, l'aluminium, on va dire que ça pouvait impacter éventuellement Boeing, des Caterpillar qui utilisaient beaucoup de ces aciers, ça allait augmenter les prix, mais on va dire qu'on était quand même sur des matières premières. Là, on attaque quand même des biens de consommation de tous les jours. Alors ça a deux conséquences si véritablement c'est mis en place. D'une part, ça va augmenter assez fortement les prix à la consommation, ce qui n'est pas bienvenu au moment où on dit que la principale crainte sur les États-Unis, c'est quand même l'inflation. Et là, on est quand même sur des biens de consommation courants. Et puis je pense que le marché sous-estime, dans ce cas-là, dans cette liste des 1300, on a mal joué parce qu'on a vendu du Caterpillar, on a vendu du Boeing, alors qu'il faudrait peut-être plus vendre du Best Buy ou alors un équipementier télécom, donc comme Cisco par exemple, puisque ça va plus impacter finalement cette production qui n'est pas réalisée aux États-Unis, qui est importée des États-Unis par les États-Unis, et que surtout il n'y a pas de substitution aux États-Unis. C'est là où on dit c'est quand même aberrant, oui, parce qu'il essaye de taxer des choses qui ne peuvent pas être produites aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est un élément à surveiller parce que là, on touche vraiment des biens de consommation ou de biens d'investissement qui sont assez classiques, pas forcément substituables avec des produits américains. Mais là, si on tombe vraiment dans une guerre plus idéologique que véritablement, ça sera plus idéologique qui l'emportera la logique économique, là, on peut avoir des répercussions, à mon avis, économiques et puis surtout peut-être des arbitrages qui n'ont pas été encore faits sur la bourse américaine. J'allais vous dire sur ce soi-disant, juste pour terminer, sur ce soi-disant vol de brevets, à ce moment-là, tous les autres États, l'Europe en premier, sont concernés. Parce que si je comprends bien, c'est lorsque une entreprise occidentale va s'installer en Chine, effectivement, dans le cadre pour pouvoir profiter de la main-d'œuvre pas chère, en tout cas c'était le deal, dites-moi si je me trompe, le deal de départ, il fallait créer une co-entreprise, c'est ça, et c'est dans ces
cadre de ces co-entreprises qui auraient eu des vols de brevets, de technologie. Alors c'est toujours vrai aussi. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui construire des sous-marins en Australie. On en a fait l'expérience en France sans avoir finalement une partie qui est construite au niveau local avec forcément des technologies qui sont un peu diffusées, pareil pour les centrales nucléaires, etc. Ça fait partie des deals commerciaux, donc c'est difficile aujourd'hui de l'isoler. Après, encore une fois, je pense que c'est le justificatif qui est là. Parce que grosso modo, c'était quand même difficile pour l'administration américaine de taxer l'aluminium, l'acier, ça ne changeait rien sur le déficit commercial américain. Par contre, taxer sur ces biens de consommation courants, c'est quelque chose qui marque beaucoup plus et c'est vraiment l'essentiel des exportations de la Chine. Aujourd'hui, la Chine, ils n'exportent pas des matières premières vers les États-Unis. Ils exportent surtout des biens de consommation ou des biens d'équipement. Donc ça allait là-dessus, puis ça va aussi dans une autre... rappelez-vous ce qu'avait dit l'administration américaine, qu'il fallait que l'État fédéral finance le déploiement de la 5G aux États-Unis avec des équipements américains pour une question de sécurité nationale. Ça va totalement dans cette idée que les Chinois ils vont nous mettre des équipements qui vont nous espionner. Donc il y a aussi toute une côté un peu paranoïaque d'une partie du noyau dur de l'administration. Il faut voir que l'administration américaine c'est quand même durci et c'est ça qui fait peur pour moi. Sur le fond, économiquement c'est une aberration. On est tous d'accord, ça ne servira à rien. Mais c'est cette paranoïa qui est en train de s'installer avec une administration très difficile, très dure à mon avis et qui peut aller très loin et déstabiliser après à terme l'économie américaine. Et ça peut impacter la confiance des ménages, des entreprises, l'inflation aux États-Unis. Tout ça peut avoir quand même des répercussions derrière qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que c'est que de la négociation, mais il y a quand même un vrai risque derrière tout ça. En tout cas, c'est ce risque qui a fait chuter les Wall Street et les deux principaux indices américains jeudi et vendredi. Vous pensez que c'était une saine correction et que ça peut repartir, que les bourses peuvent... Oui. Oui, c'est une saine. C'est une saine correction, oui, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de risque qui s'est accumulé. Il y a pas que ça aujourd'hui. C'est que ça baisse sur l'histoire Facebook, mais c'est vrai qu'on avait aujourd'hui une concentration des investissements, des idées d'investissement sur quelques valeurs. Et c'est vrai que vous achetiez grosso modo Facebook, Google, Amazon, qui est pu démontrer Netflix, qui sont un peu les valeurs qui ont concentré tous les investissements des investisseurs sur les derniers mois, en se disant finalement c'était pas très sain cette hausse de Wall Street, ou au moins le fait que Wall Street ne chute pas, parce que derrière on avait des valorisations qui étaient confortables, qu'on bénéficiait c'est vrai de la réforme fiscale, mais derrière on n'a pas forcément beaucoup de moteurs supplémentaires. Et là on voyait que les investisseurs quand même concentraient leur position et leurs risques sur quelques valeurs américaines. Donc il y a eu aussi l'affaire Facebook qui a beaucoup joué aussi dans cette baisse, et ça rappelle aussi qu'il y a un risque derrière les investissements technologiques. Donc là ce que sont en train d'intégrer les marchés américains, c'est que c'est peut-être faut marquer au moins une pause, et en tout cas c'est fini un petit peu ce rallye discontinu sans volatilité. Là on commence à avoir des vraies problématiques économiques. Est-ce que l'inflation revient ou pas? Et derrière on a un impact sur la politique monétaire. Donc est-ce que l'inflation revient? Chacun a son idée, mais c'est pas aujourd'hui inscrit dans le marbre, sinon ça serait déjà joué et ça serait fait. Donc il y a un vrai débat. Alors moi mon idée c'est que quand même il y a un vrai retour de l'inflation, et c'est ce qui explique que la Fed a quand même un ton relativement faucon et qu'ils essayent quand même de prévenir les marchés qu'on va pas attendre trop longtemps. Ils peuvent pas attendre trop longtemps, même si c'est pas une hyperinflation. En tout cas il y a ça intégré, en tout cas ce risque inflationniste est intégré, donc ça veut dire des taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a le risque techno qui était largement sous-estimé, d'acheter des valeurs qui sont très dépendantes du marché publicité, d'acheter des valeurs qui sont très dépendantes de l'investissement des entreprises, dont le premier marché c'est quand même le marché américain, et derrière dire s'il y a une récession il se passe rien, ces valeurs là vont être encore en croissance. J'avais un peu de mal, donc là c'est un peu un retour à la réalité de se dire même Amazon pourrait être affecté si les États-Unis étaient en récession, donc c'est pas plus mal que peut-être on ait un coup d'arrêt à ce niveau-là. Et puis on a le risque Trump. C'est vrai qu'on a peut-être acheté toutes les bonnes nouvelles sur Trump. Maintenant on va essayer d'espérer qu'il soit au mi-terme, peut-être qu'il n'ait plus la majorité, et là le marché pourra repartir de nouveau à la hausse en se disant ça y est, il sera contré, il va être bloqué parce que le Congrès ne votera plus rien, parce que là franchement on n'a plus de bonnes nouvelles à attendre de M. Trump. On a eu la réforme fiscale, on a eu le plan d'infrastructure qui va plus ou moins marcher, mais grosso modo aujourd'hui c'est ses côtés négatifs qui l'emportent, et c'est ses côtés protectionnistes. Donc il faut espérer que les élections du mi-terme, je dirais pour le marché ce qui serait le mieux, c'est justement que ces élections permettent de faire un contre-pouvoir face à la présidence américaine. Vous me disiez ce matin justement que ce qui pourrait le stopper, Donald Trump, dans cette offensive protectionniste, ce serait effectivement une vraie chute, un vrai crack de Wall Street. Ah, très clairement. C'est-à-dire qu'il a quand même
peu en tête ce qui se passe sur les marchés. Il a souvent fait des tweets comme quoi il disait je suis le président qui a fait monter la bourse. Il était très fier de cet état-là. Si véritablement la bourse commençait à vraiment dévisser, je pense que ça commencerait un peu à inquiéter. Parce que derrière la bourse, il y a aussi un financement des entreprises, mais il y a aussi un moral de la marge des affaires. On a cette semaine la confiance des ménages. Il faudra quand même regarder parce que là, les ménages, sur le mois passé, là, ils ont eu la hausse des prix de l'essence associée à cette chute de Wall Street. Donc ça peut quand même, sachant en plus que l'indice avait atteint un niveau très élevé sur le mois précédent, ça laisse la place quand même à une petite correction. Et ça pourrait aussi inquiéter parce que ça remet un peu en cause cette politique fiscale de relance de la demande, de consommation. Si derrière finalement ces baisses d'impôts sont épargnées et ne vont pas dans l'économie, on pourrait avoir quelques signaux. Alors je suis pas inquiet sur le fond, mais en tout cas ça pourrait être des éléments qui pourraient inquiéter un peu l'administration Trump en se disant est-ce qu'on n'a pas été dans cette communication un peu trop loin et ça se retourne pas contre nous. Merci beaucoup Christian Parizeau, chef économiste chez Aurel DGC.